sommes de retour en direct dans cette édition du 5 décembre 2024 de votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et pour m'accompagner sur le plateau de Finance pour ouvrir notre page économique, politico-économique, commenter l'actualité très généralement, eh bien je suis accompagné d'Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Eric Lewin. C'est un plaisir. Vous êtes président de L Finance. Avant de rentrer dans votre analyse de l'actualité, notamment l'actualité politique, on va parler de votre actualité, Eric. Votre actualité, c'est l'apparition de votre dernier livre, les 13 conseils capitaux pour survivre en bourse aux éditions Gallineo. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de vouloir gagner en bourse, il faut surtout vouloir ne pas perdre. Alors en fait, moi, vous savez, je regardais les livres avant d'écrire cet ouvrage. Il y avait beaucoup de livres, le guide de la bourse, comment gérer son PEA, comment optimiser son portefeuille, mais il n'y avait jamais d'impact sur les erreurs à éviter. Et moi, je rencontre souvent des gens dans la rue qui m'ont dit « Ah, je vous ai vu à la télé, j'ai acheté cette valeur, j'ai acheté cette biotech, je perds 95%, ou j'ai acheté ça, mais il y a des produits dilutifs. » Et je me suis dit, plutôt de faire un guide de conseil, un guide du PEA qui a été fait 156 fois, je vais faire un truc autour des erreurs à éviter. C'est-à-dire que, par exemple, je dis dans mon livre qu'il y a plein d'erreurs à éviter si on veut conserver son argent. Par exemple, il faut peut-être pas investir dans les biotechnologiques, parce que les biotechnologiques, c'est un secteur extrêmement difficile à appréhender, que ça ne sert à rien de moyenner à la baisse. C'est pas parce qu'une valeur a perdu 90% qu'elle doit remonter, donc c'est pas parce qu'elle a perdu 90% qu'il faut l'acheter et tenter de moyenner si on a déjà perdu beaucoup d'argent. Donc j'essaie de donner des conseils de bon sens, surtout sur des erreurs à éviter pour ne pas perdre son argent. Parce que avant de penser à gagner de l'argent, il faut penser à ne pas perdre. Et souvent sur la bourse, vous voyez arriver des gens qui connaissent rien au marché financier, qui arrivent en se disant moi je vais révolutionner le monde, j'ai 10 000 euros, je vais les doubler en l'espace de 3 mois, etc. Ils achètent par exemple des produits ultra spéculatifs, des turbos, des varans, ils mettent tout leur argent là-dessus avec des effets de levier de dingue. Et moi je me suis dit, essayons de faire quand même un bouquin pour leur dire, attendez les gars, ok vous voulez gagner de l'argent, mais avant de penser à gagner de l'argent, essayez vraiment de ne pas en perdre, essayez d'avoir des conseils de bon sens qui font que vous allez optimiser vos placements. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de particuliers. Moi, je rencontre beaucoup de particuliers qui souvent perdent beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les règles de base et qui font un peu n'importe quoi. Et donc, ce petit guide, ce petit livre est fait pour finalement les inciter à écouter un petit peu, à ne pas faire n'importe quoi. À ne pas faire n'importe quoi, il y a 13 règles, il y a 13 chapitres, 13 règles à suivre. Il y en a un, là, moi, que je remarque, c'est n'investissez pas sur les sociétés dont tout le monde parle. Pourquoi ? Parce que en général, quand dans la presse, par exemple, quand dans les échos, très souvent, on vous dit, ah là là, la voiture électrique, c'est Byzance, c'est le secteur dans lequel il faut aller. Moi, je me rappelle très bien qu'il y a un an, les échos faisaient la une sur les voitures électriques en disant, voilà, c'est vraiment le secteur de prédilection. Un an après, c'est la catastrophe. La part des voitures électriques en Europe s'est effondrée. Et souvent, on a le sentiment que les journalistes et la presse sont les derniers à venir sur un actif. Et donc moi je dis que très souvent il faut être contrariant et se dire attention, c'est pas parce que la presse est euphorique qu'il faut aller. C'est la même chose, tous les hebdomadaires financiers, souvent les hebdomadaires financiers recommandent des valeurs, mais ce sont déjà des valeurs qui ont gagné 30 à 40%. C'est ça, en fait, et les donc, professionnels de la finance sont déjà identifiés. Mais évidemment, sont déjà levés dessus. Le but c'est d'identifier. Si je vous dis aujourd'hui d'acheter du bitcoin, bien sûr j'aurais peut-être raison parce que le bitcoin est à 100 000 $, mais c'est à 50 000 $ qu'il fallait l'acheter. C'est avant l'élection de Trump qu'il fallait l'acheter. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que très souvent, les gens achètent par exemple investir le revenu le week-end en disant ah c'est génial, ils recommandent cette valeur, mais il faut bien comprendre que s'ils recommandent cette valeur, c'est qu'ils ont été à une réunion sur la valeur 4 jours avant où les gérants se sont déjà positionnés et que très souvent le lundi quand le particulier achète la valeur, la valeur monte un petit peu puis baisse parce que les gérants ont vendu derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Même chose, il y a un chapitre où j'estime qu'il faut s'intéresser aux sociétés dont on comprend le business model parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui viennent sur des dossiers sur lesquels ils ne comprennent pas le business model. Je prends un exemple, Calray, qui était dans les processeurs. C'est une société, c'était très compliqué à comprendre. Ça valait 20 €, vous aviez tous les particuliers. L'action, elle vaut 1,30 € actuellement. Et la boîte a dit hier, écoutez, moi, je vais essayer de me vendre parce que j'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que c'était un business model très compliqué, en plus avec une société qui n'a pas délivré en termes d'objectifs, et donc c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire sur les marchés financiers. Calray, le business model incompréhensible, les dirigeants ont menti sur les chiffres, qu'est-ce qui s'est passé ? Le titre s'est effondré, et donc le particulier qui écoutait le patron de Calray sans vraiment comprendre le business model perd 95% de la valeur. Donc en fait ce sont des règles de bon sens. D'une certaine façon de bon sens d'investissement, un bon sens d'investissement.
Juste avant de revenir sur l'actualité politique, vous avez dit quelque chose, vous avez dit que vous étiez contrariant. Tout au long de cette année, parce qu'on est le 5 décembre, l'année se finit, vous avez dit que les petites capitalisations françaises pouvaient être intéressantes quand même, malgré tout. On se rend compte qu'elles sous-performent le CAC 40. Ça va continuer ? Alors, sur les petites capitalisations, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est vrai que ça fait moins de 12% depuis le début de l'année, mais il y a eu quand même 35 OPA. Okay. Donc il faut quand même relativiser tout ça. C'est-à-dire que en fait plus personne ne regarde le CAC Small, parce que franchement il y a pas un média, je pense que vous en parlez jamais. Vous commencez pas vos chroniques en disant tiens le CAC Small a gagné 2%, donc moins 12%, on est au plus bas depuis un an. Non mais c'est logique. Vous avez raison. Non, mais c'est logique. Le CAC Min Small on n'en parle pas, mais il y a eu quand même 30 ou 35 OPA et moi je rencontre en permanence des patrons de boîtes qui me disent attends moi j'en ai marre, je vais sortir de la bourse, il faut que je trouve un fonds de private equity pour sortir de la bourse. Et comme vous avez le private equity, c'est-à-dire que le non coté qui est 30 à 35% plus cher que le coté, et ben quand vous êtes un fonds de private equity, vous dites à un moment ou à un autre, je vais faire mes emplettes sur le côté. Donc moi je crois que la sortie de crise, je le dis toujours, ça va être par les opérations financières. Alors maintenant, pourquoi les small caps ne performent pas, et pourquoi elles ont une décote de 40% par rapport aux boîtes américaines du Russell, c'est parce que c'est vrai que l'instabilité politique, on y revient, française, c'est pas très bon, parce que... En Europe même généralement... entre l'Allemagne avec la coalition qui saute, vous n'avez pas envie de faire des plans d'investissement. Grosso modo, si vous ne savez pas quel sera votre prochain taux d'imposition, si vous n'avez rien sur le budget, si vous avez, comme en France, une espèce de morosité. Alors, les boîtes du CAC 40, c'est pas la même chose, parce que les boîtes du CAC 40, c'est 76% de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc franchement, ce qui se passe en France... À l'international, il n'y a que le marché américain, a priori, qui est porteur actuellement. La Chine, c'est pas mal, il y a 5% de croissance. Sur l'Inde, on a vu les prévisions du FMI, ça va être entre 6 et 6,5, c'est pas dramatique. Et vous avez des belles boîtes françaises qui sont en Inde. Prenons par exemple Pernod Ricard, qui est très présent dans le pays. Prenons également Capgemini, qui a quand même 150 000 salariés sur ces 320 000 qui sont en Inde. Donc non, il y a quand même des zones géographiques qui plaisent. Et donc le CAC 40 est relativement immunisé contre la crise politique et budgétaire, même si depuis le début de l'année il fait moins 4% avec une performance catastrophique, mais ce sont surtout les small caps, parce que les small caps sont très franco-françaises. J'ai lu quelque part que, en fait, il y a deux choses dans ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'il y a eu énormément d'OPA. Ça veut dire que dans la cote restent que les entreprises moyennes, voire... Non, celles qui n'ont pas envie de se vendre. Celles qui n'ont pas envie de se... veulent pas se vendre, qui ne trouvent pas d'acheteurs. Il y en a qui trouvent pas d'acheteurs, toutes celles qui sont mal gérées, toutes les boîtes, je reviens à mon bouquin, toutes les boîtes à OCAPSA avec des financements ultra dilutifs, évidemment il n'y a pas d'acheteurs parce qu'il n'y a pas de business model, il y a des capitaux propres négatifs et il y a des produits ultra dilutifs. Non, il reste... Il y a encore quelques belles petites pépites. Est-ce qu'il y a des small caps qui sont orientés en dehors du marché franco-français, par exemple, surtout le marché américain? Est-ce que il faut essayer d'identifier ces entreprises-là qui auraient un mix géographique orienté vers les États-Unis? En fait, il y en a pas beaucoup. Il y en a un peu plus sur les mid-caps, mais sur les small-caps, ça reste quand même très franco-français. C'est pour ça qu'il y a une véritable problématique. Mais quand vous regardez les ratios de valorisation, il y a une décote par rapport au CAC de 30%. Bref, on est dans un environnement. Et à la limite, c'est assez fantastique parce qu'elles sont tellement peu chères que vous dites que si vous en achetez certaines et vous les mettez tranquillement en portefeuille, en attendant un an, sur des beaux business models. Vous disiez ça il y a un an, là c'est... Oui, mais il y a eu des OPA. Attendez, moi j'ai dit ça il y a... il y a un an. Et de toute façon, c'est toujours bien... Les personnes qui se positionnent, c'est très bien. Financière Moncey, par exemple, dans la galaxie Bolloré, il y a une prime de 40%. Lexibook, il y a une prime de 30%. Donc il y a quand même pas mal de boîtes dont j'avais parlé l'année dernière, S2I dans la R&D externalisée, qui ont fait l'objet d'opérations financières. Esquerre, vous en aviez parlé aussi également. Esquerre, j'en avais parlé, il y a quand même des très belles primes. Donc, en fait, les primes moyennes, c'est entre 35 et 37%. C'est gigantesque. Donc c'est potentiellement amortir exactement. La baisse de cours, si jamais donc, il y en a une. c'est vrai que, par exemple, moi, on m'interroge, on me dit, attends, tu racontes n'importe quoi sur le CAC Small. Mais moi, tout le temps, je suis dans un club de sport le week-end, on me dit, mais attends, les small, etc. Mais quand vous regardez la prime moyenne, si vous aviez sélectionné les bonnes boîtes, il y a quand même plus de 30 opérations financières. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais à contrario, on a le marché américain qui surperforme. Ah oui, mais le marché américain, il y a le Trump Trade, et puis il y a l'économie. Même Biden, qui avait fait l'IRA, qui avait permis aux entreprises américaines, aux entreprises européennes d'investir là-bas, moyennant des subventions énormes, a fait que l'économie américaine reste toujours l'économie dominante. Oui, c'est vrai qu'en Europe, on fait figure de part en pot. Ça va être quoi l'Europe? Ça va être 1% de croissance en Allemagne l'an prochain, peut-être 1,2 en France et encore, avec des problèmes d'austérité budgétaire, etc. Donc c'est vrai que l'Europe fait pas... C'est pas une cible d'investissement. C'est le parent pauvre. Mais moi j'ai peur
peur que l'Europe, à terme, si vous voulez, dans 10 ans, ça soit une zone de luxe et de tourisme. C'est-à-dire que pour les Américains, c'est fantastique d'aller à Courchevel skier, c'est fantastique d'aller sur la French Riviera en été, c'est sympa pour le luxe parce qu'on achète 3 sacs Vuitton et 2 sacs Hermès, mais ça sera ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on va devenir une zone assez sympathique, mais où il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va toutes nos sociétés d'informatique, etc., on va les... Attendez, regardez les boîtes du CAC, 76% de leur chiffre d'affaires réalisé à l'international. Oui, bien sûr. Ça compte, non, mais ça compte pas la France, en réalité. Non, nous, on est sûr, oui, alors oui. Nous, on est des petits franchouillards, mais la France, ça compte pas dans le monde. Non, mais attendez, vous allez en Asie, par exemple, ils raisonnent un petit peu l'Europe, mais ils regardent du côté des États-Unis ou du côté de la Chine. De toute façon, on le sait, et même au niveau des banques centrales, c'est la Réserve fédérale américaine. Évidemment. Là, c'est absolument pas la BCE. Évidemment. Éric, juste, donc maintenant, retournons, si vous le voulez bien, sur l'activité politique, la chute du gouvernement Barnier hier, comme c'était largement anticipé, largement commenté. Moody's, ce matin, enfin, les agences de notation qui s'inquiètent ce matin, qui disent que la chute du gouvernement Barnier réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques. Pour autant, quand on regarde le marché obligataire ce matin, ça bouge pas. Il se passera un 85 points de spread, de spread, 2,05, 2,90 sur le 10 en français. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que la France va émettre 300 milliards de dettes l'an prochain, que quand vous êtes un investisseur étranger, investir sur la dette allemande, ils vont pas émettre beaucoup, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Investir sur la dette espagnole, elle n'a pas une grande profondeur. La dette espagnole, c'est 1300 milliards d'euros. Elle n'a pas une grande profondeur. Vous n'allez pas en Italie parce que ça reste quand même très compliqué les indicateurs. Où est-ce que vous allez ? Vous allez sur la dette française où vous dites, OK, il y a de l'instabilité politique, mais il y a beaucoup d'actifs en France. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut pas... En fait, il faut garder la tête froide. C'est-à-dire que si on raisonne comme un banquier pur et dur, on regarde en face de la dette quels sont les niveaux d'actifs. Et surtout, la France a une capacité à lever de l'impôt. À lever de l'impôt. Encore, vous pensez, même si les niveaux sont encore très hauts. Mais bien sûr. Donc, ce qui est bien pour les investisseurs internationaux, et c'est pour ça que le 10 ans français ne bouge pas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que tous les autres taux périphériques ont fortement baissé. Espagne, Italie, Grèce, Allemagne. Donc, c'est 85 points de spread. Heureusement qu'il n'y a pas d'attaque pour l'instant, de même qu'il n'y a pas d'attaque sur l'euro. Les investisseurs se disent que finalement, on est un petit peu habitué à la France. Puis c'était là, si vous voulez. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est largement anticipé. Et en général, dans l'histoire, les chocs politiques n'ont pas des impacts hyper importants. Il y a un contre-exemple, évidemment, c'est l'élection de Mitterrand en 81, qui avait entraîné un effondrement des marchés financiers, mais parce que... C'est un paradigme de droite, un paradigme... Voilà, mais parce qu'il y avait les nationalisations, il y avait l'impôt sur la fortune, etc. Mais 2 ans après, avec le tournant de la rigueur, c'était dissipé. Et il y a un autre exemple, c'est Chirac en 97, qui fait cette connerie de dissolution qui est complètement ratée, aidé par Villepin, qui aurait mieux fait de ne pas être là, et donc aidé par Villepin, et donc cette dissolution ratée avait fait que le marché financier parisien avait fortement baissé après la dissolution, mais 1 mois après c'était oublié. 98 a été une excellente année, et puis alors 99 on a eu un millésime, je crois qu'on a fait plus 50%. Okay, donc en réalité, les événements politiques n'ont pas un impact gigantesque. Et puis, dernière chose, depuis le début de l'année, indice américain plus 20, plus 25, l'Allemagne plus 18, plus 20, IBEX plus 16, Milan plus 15, Paris moins 4. Oui, c'est ça. Donc c'est hyper intégré déjà dans les cours de bourse. C'est-à-dire que grosso modo, sauf s'il y a LFI qui prend le pouvoir avec un coup d'État et des chars, il n'y a pas de raison que le marché s'effondre actuellement, parce qu'il est déjà très bas. Je vous rappelle que quand on regarde les PE, 23 sur le S&P 500, 12 à 13 sur le CAC 40. Oui, donc c'est largement abordable, en fait, c'est ça que vous dites. C'est largement abordable, c'est largement anticipé. Vous avez plein de boîtes qui sont à leur plus bas niveau depuis 3 ans. Prenez un Capgemini. OK, ils ont un peu déçu sur leur croissance organique. Ils ont fait quelques sales warnings, mais enfin, ça reste quand même une boîte qui fait 13% de rentabilité opérationnelle. L'action est au plus bas depuis 3 ans. Plus bas depuis 3 ans. C'est une affaire à faire pour peut-être regarder. Oui, c'est une affaire à faire. Alors, je dis pas qu'il faut être super bull sur le marché parisien, mais c'est super intégré. Enfin, ça fait 6 mois, ça fait depuis... Ouais, déjà, l'écart de performance, depuis 6 mois, est abyssal entre le DAX et le CAC. Donc, c'est largement intégré. Donc, c'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce matin, le marché a ouvert en hausse, plus 0,57% à l'heure à laquelle on parle, 7344 points. Les investisseurs sont totalement insensibles. 6e séance de hausse consécutive. Ouais, je vous rappelle qu'on était à 7150 la semaine dernière. Donc, oui, non, mais parce qu'on se dit qu'il y a des bonnes affaires à faire. Et puis, vous savez, alors, OK, il n'y a pas de budget, mais il va y avoir une loi spéciale dont le RN et dont LFI a dit qu'il voterait. C'est pour reconduire certains crédits, permettre certaines dépenses.
Oui, c'est ça, c'est le budget 2024 qui pour l'instant. Voilà, conduit, voilà. fait, Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de shutdown en fait. Il n'y a pas de shutdown, il n'y a pas de. Alors l'impact est horrible parce que je crois que The Economist, le titre d'aujourd'hui, c'est une station de métro et c'est marqué merde. Montrant bien. Donc c'est justement l'impact de l'image de la France à l'étranger. En fait, c'est surtout ça. L'impact est cauchemardesque. Parce que ce qui est choquant, si vous voulez, dans cette histoire du budget, qu'on censure un budget. Moi, je peux comprendre, mais par exemple, LFI, avant de connaître les premières mesures de Barnier, leur but, c'était de censurer, donc créer le chaos. Je ne fais pas de politique politicienne, je ne suis pas dans la politique politicienne, on s'en fout, tout le monde sait que je suis élu à Neuilly, donc j'ai plus une sensibilité de centre-droit, c'est évident. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que on n'est pas du tout dans la construction. En Allemagne, même si on n'est pas d'accord, vous avez des gouvernements de coalition. Nous, on est incapables d'avoir des gouvernements de coalition. En fait, le danger, c'est pareil, c'était écrit dans les Échos ce matin, je crois qu'en fait, c'est quand même relativement dangereux, cette censure, dans la mesure où elle a été faite par des groupes qui n'ont ni projet commun, ni projet alternatif. C'est juste, finalement, de la contestation. Oui, le chaos. Le chaos, c'est ça. En fait, c'est bien sûr. Parce que, regardez, moi, ça m'amuse un petit peu, cette histoire. Enfin, ça m'amuse, c'est pas très drôle. Mais par exemple, l'impôt va augmenter pour qui, là, en l'absence de budget? Les ménages qui n'étaient pas imposés, justement. 17 millions de Français, voire 18, qui n'étaient pas imposés. Donc, en fait, a priori, quand vous êtes LFI ou RN, vous aidez le peuple, a priori. Et ben, avec leurs conneries, ça va impacter qui? Ça va impacter les classes... Ceux qui sont censés défendre. Les CSP, alors je ne peux pas dire moi, mais les classes sociales les moins favorisées. Donc ça n'a aucun intérêt, tout ça. On fait simplement de l'opposition. Une opposition constructive en politique, c'est bien. Mais ça, c'est de l'opposition destructrice. Et donc, c'est là que le bas blesse. Et donc, même si on nomme un nouveau Premier ministre, on a le sentiment qu'ils veulent le chaos, avec cette folie autour de la démission de Macron, en se disant on fera tout pour, mais moi je pense qu'ils vont dans le mur et c'est dommage qu'on n'ait pas un gouvernement de coalition en France. Et vous dites alors, dernière question, Éric, du coup, vous dites que pour le CAC 40 c'est indolore. Est-ce que pour le CAC Small c'est par contre peut-être un peu plus... Le CAC Small, la problématique c'est quoi? C'est l'investissement. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, vous faites 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, voyant ce qui se passe en France, vous n'avez pas envie d'investir, vous ne savez pas où vous allez sur la loi travail, vous ne savez pas où vous allez sur l'imposition, donc c'est vrai que c'est problématique. Et surtout, les investisseurs internationaux n'ont pas envie d'acheter des small françaises en ce moment, compte tenu du climat de morosité. Alors c'est la CDC qui a lancé un fonds, je crois, d'investissement à 500 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, qui doit investir dans des sociétés de gestion, dans des fonds. C'est un fonds de fonds, quoi. Non, mais ça va dans le bon sens. Tout va dans le bon sens. 500 millions, mais déjà, si vous voulez, tant qu'on n'a pas de retour de la liquidité, tant qu'il n'y a pas de retour de la liquidité, si vous voulez, si je vous file aujourd'hui 30 000 balles, mais que vous avez zéro de salaire, ben je vous file 30 000 balles, mais vous avez toujours zéro de salaire. Donc une fois que vous avez dépensé vos 30 000 balles, vous avez toujours vos zéros de salaire. Donc la problématique, elle est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquidité. Il faut bien comprendre que des mesures, il faut prendre des mesures. Il y a 6 ans, il y avait 21 milliards dans les fonds small caps. Il y en a 15. Et si vous voulez, soit on prend des mesures et on dit par exemple, tout particulier qui achète des small ne paye plus une flat tax à 30, mais à 20%, par exemple. Déjà, ou toute analyse financier qui pond des analyses sur les small, eh bien, toute analyse financière a une exonération fiscale. On peut trouver plein de modèles possibles. Levier, en fait, évidemment. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on est condamné à... En fait, mais moi, je vais vous dire, moi, le monde des small, par exemple, il y a une opération financière, il y a quelques semaines, Lighton, une boîte dans l'intelligence artificielle. OK, il y a eu 11,5 millions de levées de fonds. 65% par les particuliers, 65% par les particuliers. C'est pour ça que l'action a fait 11,50, 29, 15 euros. Mais tant qu'il n'y aura pas les investisseurs institutionnels sur ces dossiers, eh ben, la cote se réduira comme peau de chagrin, il n'y aura personne sur les marchés. En ce moment, c'est un marché que de particuliers. Grosso merdo, très peu. Je vous assure que j'assiste à pas mal d'événements, c'est toujours les mêmes qui souvent ont beaucoup moins de liquidité. Donc, alors que les particuliers sont ceux qui sont plus intéressés par les small, et ce sont ceux qui font vivre la cote parisienne. Merci Eric. Merci beaucoup. Avec nous ce matin, Éric Lewin, vous êtes président de L Finance, avec nous régulièrement sur le plateau de T-Finance et je vous en remercie pour venir commenter l'actualité. On marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur T-Finance.